Je m'appelle Juliette. J'ai la petite trentaine, et j'avais l'habitude de croire que si l'on restait calme, que l'on travaillait dur et que l'on maintenait la paix, notre famille finirait par apprendre à nous respecter. J'ai appris le contraire dans l'allée de mon père. Je venais d'acheter une nouvelle voiture avec l'argent que j'avais gagné moi-même. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste propre, fiable et à moi. Je la gardais chez mon père, dans la vieille banlieue de Meudon où j'ai grandi, parce que c'était plus simple pour les week-ends, plus simple pour les dîners de famille, plus simple pour la version de moi qui continuait d'essayer. Je ne pensais pas que la commodité se transformerait en permission. Quand je suis revenu, la place où ma voiture aurait dû se trouver était vide. À l'intérieur de la maison, personne n'avait l'air surpris. Personne n'a demandé pourquoi je me tenais là, silencieuse, avec des clés dans la main qui ne signifiaient soudain plus rien. Je n'ai eu ni excuse, ni même un avertissement. J'ai découvert la vérité de la même manière que toujours, après que la décision ait déjà été prise. Mon père avait donné mes clés à ma sœur comme si c'était normal, comme si mon nom sur les papiers était un détail, pas une limite. Et quand j'ai finalement revu la voiture, elle n'était pas seulement utilisée. Elle était endommagée d'une manière qu'on ne peut pas balayer d'un haussement d'épaule. Quelques minutes plus tard, ma sœur a regardé le gâchis qu'elle avait fait et a dit « Ce n'est pas si grave. Je suis fatigué de l'utiliser. Reprends-la. » Mon père a à peine réagi. « Ce n'est qu'une voiture. Tu devrais t'estimer heureuse. » Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit « C'est une chance, en effet, parce que ce n'est plus ma voiture. » Son visage s'est décomposé. Avant de vous raconter la suite, commentez l'heure qu'il est chez vous en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Plus tôt cette semaine-là, je croyais encore qu'un « non » ferme suffirait. Mon père a appelé alors que j'étais à mon appartement à Paris. Il n'a pas demandé à utiliser ma voiture, il a parlé comme si c'était réglé, disant que ma sœur avait besoin de faire bonne impression pour un entretien et que ma voiture était la meilleure option. Je lui ai dit qu'elle n'était pas disponible. La réponse était calme et définitive. Il est resté silencieux, puis a dit que je réfléchissais trop et que la famille devait s'entraider. Je suis allé en voiture chez lui ce soir-là. L'allée avait quelque chose d'anormal parce que l'espace où ma voiture aurait dû se trouver était vide. À l'intérieur, mon trousseau de clés reposait sur la table de l'entrée, jeté là comme s'il ne m'avait jamais appartenu. Ma sœur était dans la cuisine avec son téléphone. Mon père se tenait à proximité, déjà agacé que j'ai remarqué. Ma mère restait en arrière-plan, silencieuse, observant les visages plutôt que les faits. Personne n'a offert d'explication. J'ai demandé où était la voiture. Mon père a répondu le premier, en me disant d'arrêter d'en faire toute une histoire. Ma sœur a admis qu'elle l'avait prise et a dit qu'elle avait eu l'entretien, puis qu'elle avait continué à conduire parce qu'elle était déjà sortie. J'ai demandé pourquoi elle avait mes clés après que j'ai dit non. Mon père est intervenu à nouveau et a dit que j'étais rigide et égoïste. Il a agi comme si mon refus était le problème, et non sa décision de prendre mon double de clés sur le crochet près de l'entrée de service. Ma sœur est revenue plus tard et s'est garée de travers, trop près du trottoir. Elle est entrée en souriant, comme si la journée s'était parfaitement déroulée. Puis j'ai vu le côté passager. Les dégâts s'étendaient le long du panneau en une longue éraflure, terne sur la peinture avec une strie brillante incrustée. Ce n'était pas une petite rayure. C'était le genre de marque qui fait paraître une voiture neuve plus vieille en un instant. Ma sœur a balayé ça d'un geste de la main. Mon père a haussé les épaules et a dit que l'assurance couvrirait. Aucun d'eux n'a eu besoin de préciser quelle assurance. Il supposait que je m'en occuperais, comme je le faisais toujours. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer. Un collègue m'a envoyé une capture d'écran qui m'a retourné l'estomac. Ma sœur avait publié une photo à côté de ma voiture, souriant comme si c'était la sienne, avec une légende remerciant nos parents pour le cadeau. Des gens au travail commentaient, demandant quand mon père avait décidé d'acheter une voiture pour elle. L'histoire était réécrite en public, et on attendait de moi que je reste silencieuse pour que le mensonge tienne. J'ai ouvert la portière et vérifié l'intérieur. Le siège était reculé bien plus loin que je ne le réglais jamais. Le porte-gobelet était collant. La boîte à gants était ouverte, et un avis plié reposait sur mes papiers. Il provenait d'une société de remorquage. La lettre disait que la voiture avait été signalée pour stationnement dans une zone réglementée et qu'une autre infraction pourrait entraîner sa mise en fourrière. J'ai tenu l'avis et j'ai attendu que quelqu'un prenne ses responsabilités. Ma sœur fixait le sol. Mon père a écarté le problème avant même que j'aie fini de lire,
comme si sa confiance pouvait effacer les conséquences. Ma mère a essayé d'arranger les choses d'une voix douce et avec des excuses pratiques. La maison essayait de forcer le moment à revenir à la normale. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai sorti mes informations d'assurance et le carnet de kilométrage que je tenais pour mon budget. Les chiffres ne correspondaient pas à un seul entretien et quelques courses. Ils correspondaient à une utilisation répétée. L'avis de remorquage prenait tout son sens maintenant. Ce n'était pas une faveur. C'était un accès qui s'était transformé en une responsabilité, et il traitait cela comme si j'allais payer automatiquement. Debout là, j'ai réalisé que si je gérais cela comme je l'avais toujours fait, rien ne changerait. La voiture serait rendue quand ils en auraient fini avec elle, et je me retrouverais avec la facture et la leçon. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'attendre leur compréhension et que j'ai commencé à planifier en fonction de leur manque de compréhension. Sur le chemin du retour à mon appartement à Paris, les lampadaires se sont estompés en une ligne continue de blanc et d'ambre. Je n'ai pas rejoué la dispute dans ma tête. J'ai rejoué les suppositions qui la sous-tendaient, la façon dont tout le monde agissait, la façon dont la responsabilité flottait dans la pièce sans jamais se poser, la façon dont ma réaction était traitée comme le véritable inconvénient. L'attente n'était pas que quelqu'un corrige ce qui s'était passé. L'attente était que je supporte les conséquences et que je maintienne le confort de la maison. C'est ce qui a finalement fait tilt. La voiture n'était que la nouvelle preuve d'une règle que j'avais apprise sitôt qu'elle me paraissait normale. Dans cette famille, mes efforts étaient considérés comme disponibles. Mon temps était considéré comme flexible. Mes ressources étaient considérées comme partagées. Et dès que je résistais, je devenais le problème. Le schéma n'a jamais semblé dramatique de l'intérieur car il était construit de petits choix qui pouvaient être défendus un par un. À l'université, je travaillais les week-ends pour couvrir mes dépenses et éviter d'autres prêts. Mon père louait ma discipline lorsque des parents étaient présents, puis suggérait en privé que je pourrais couvrir un petit coup pour ma sœur, puisque j'étais déjà si responsable. La demande était toujours temporaire, toujours présentée comme un travail d'équipe familiale, et elle se terminait toujours par moi qui l'absorbais. Après mon diplôme, cela est passé de l'argent à l'accès. J'ai économisé pour mon premier appartement à Paris, signé mon propre bail, construit ma stabilité morceau par morceau. Ma sœur débarquait, traitait mon appartement comme un magasin gratuit et repartait avec des choses qu'elle disait qu'elle rendrait. Quand je demandais plus tard, ma mère me disait que je ne devais pas tenir les comptes en famille. Mon père me disait que j'étais trop sensible. Le message était cohérent, si quelque chose disparaissait, c'était à moi d'arranger les choses. Ce qui rendait cette situation différente, c'est que les conséquences me suivaient en dehors de la famille. Des gens qui ne vivaient pas dans cette maison voyaient maintenant une version de la réalité qui faisait disparaître mes efforts. Cela effaçait la seule chose pour laquelle je m'étais battu le plus durement, la reconnaissance pour ma propre vie. Je n'étais pas gêné. J'étais exposé. C'était comme voir mon propre travail être effacé de l'histoire alors que j'étais encore dans le cadre. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai listé tout ce qui pourrait me tomber dessus si je ne faisais rien, les frais d'assurance, les amendes, les jours de congé, les rendez-vous pour les réparations, la perte de valeur. Chaque élément était facile à écarter seul, mais ensemble, ils s'additionnaient pour aboutir à un résultat familier. Leur choix, mes coûts. J'ai réalisé que j'avais traité cela comme un problème de conversation alors que c'était en réalité un problème de risque. Les conversations dans cette maison étaient conçues pour se terminer par ma soumission. Le risque avait des règles qui ne se souciaient pas des intentions. Alors, j'ai arrêté de penser comme une fille qui essaie d'être comprise et j'ai commencé à penser comme une propriétaire protégeant un bien. J'ai sorti ma police d'assurance et lu les sections que j'avais survolées en achetant la voiture. J'ai vérifié la clause sur les conducteurs autorisés. J'ai noté ce qui se passait si quelqu'un la conduisait sans permission et causait des dommages. J'ai recherché les règles locales pour les infractions de stationnement et les mises en fourrière, non pas pour me faire peur, mais pour connaître la réalité. Puis j'ai vérifié autre chose, car la voiture m'a fait me demander jusqu'où allaient les suppositions. J'ai examiné mes comptes, changé mes mots de passe et gelé les points d'accès qui avaient été ouverts par commodité. Je n'ai accusé personne. Je n'ai prévenu personne. J'ai simplement fermé des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Plus cela devenait concret, plus je me sentais calme. Non pas parce que la situation s'améliorait, mais parce qu'elle devenait mesurable. Il y avait des procédures. Il y avait des conséquences.
Il y avait des options qui ne nécessitaient ni la permission de mon père ni l'approbation de ma mère. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, la décision était déjà prise. J'en avais fini de demander le respect. Je ferais du respect la seule option restante. Quand je suis entré de nouveau dans la maison de mon père, j'ai eu l'impression qu'ils avaient déjà décidé comment la soirée se terminerait. Mon père attendait dans le salon avec ce ton posé qu'il utilisait quand il croyait qu'une discussion n'était qu'une formalité. Ma mère traînait près du couloir, observant les visages plutôt que les faits. Ma sœur était assise sur le canapé, faisant défiler son écran, agissant comme si je dérangeais quelque chose de plus important. Je n'ai pas apporté de reçu ni de photo. J'ai observé avec quelle rapidité ils ont essayé de transformer ma limite en un problème de caractère. Mon père a décrit ma voiture comme un simple outil, quelque chose destiné à être utilisé. Il a parlé de la famille comme étant pratique et ne créant pas de drame pour du métal et de la peinture. Il n'a pas mentionné la permission. Il n'a pas mentionné l'avis de remorquage. Il a parlé comme si les dégâts et le mensonge en ligne étaient des détails qui disparaîtraient si j'arrêtais de réagir. Ma sœur a offert sa version sans lever les yeux. Elle a dit qu'elle avait rendu la voiture. Elle a dit qu'elle en avait fini avec elle. Elle voulait que je la reprenne et que je passe à autre chose. Il n'y avait pas d'excuse, seulement de l'impatience, comme si je retardais sa vie en insistant sur un respect élémentaire. Mon père a redirigé la conversation comme il le faisait toujours. Il m'a dit que je devrais m'estimer heureuse d'avoir une famille qui restait impliquée. Il m'a qualifié de discipliné, puis a utilisé cela comme une raison pour laquelle je pouvais en supporter plus. La responsabilité n'était pas quelque chose qu'il demandait, c'était quelque chose qu'il assignait. Il parlait comme un chef de ménage gérant des ressources, pas comme un parent me respectant. Chaque phrase portait la supposition que mes biens étaient disponibles pour être alloués quand il décidait que cela servait la famille. J'ai posé une question, simple et spécifique, pourquoi as-tu donné mes clés après que j'ai dit non? Il ne pouvait pas y répondre sans admettre un tort, alors mon père a plutôt remis en question mon attitude. Il a dit que je tenais les comptes. Il a dit que j'agissais comme une étrangère. Il a dit que je transformais une situation familiale en un problème juridique, comme si la légalité était l'offense. Ma mère est intervenue avec un langage doux qui portait la même exigence. Elle a dit que tout le monde était stressé. Elle a dit que nous devrions repartir à zéro. Elle a dit que je ne devrais pas laisser une voiture se mettre entre nous. Le sens était clair, laisse tomber, ou je serais blâmé pour avoir rompu la paix. Puis ma sœur s'est penchée en avant et a demandé les clés à nouveau. Juste un aller-retour, a-t-elle dit. Quelque chose de rapide. Elle a promis qu'elle serait prudente cette fois. Mon père a enchaîné avec sa propre suggestion que je devrais laisser le double des clés à la maison et l'ajouter à mon assurance pour qu'il n'y ait plus de malaise. Ils ont présenté cela comme de l'efficacité, pas comme de l'appropriation. J'ai remarqué ce qui était vraiment testé. Ils ne discutaient pas d'une voiture. Ils vérifiaient si le schéma tenait toujours. Si je cédais, tout reviendrait à la normale. Les dégâts deviendraient mon problème. L'histoire publique resterait non corrigée. La prochaine demande arriverait plus tôt. Alors, j'ai arrêté de négocier. Je n'ai pas débattu de l'éraflure. Je n'ai pas discuté de la publication. Je n'ai pas expliqué pourquoi c'était important. Je me suis levé, j'ai pris mon sac et j'ai dit que je ne prêterais plus la voiture. Mon père a réagi dès que le contrôle lui a échappé. Sa voix s'est faite plus tranchante. Il m'a prévenu que les choix ont des conséquences. Il a sous-entendu que si je voulais vivre comme une individu, je devais être prête à être traitée comme telle. Le message n'était pas subtil, soit tu rentres dans le rang, soit tu perds ta place. Je l'ai regardé et j'ai compris quelque chose que j'avais évité pendant des années. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait d'accès. Il pouvait menacer ma place dans la famille parce qu'il croyait que j'avais plus besoin de la famille que de mes limites. Je suis parti sans faire de scène. Pas de porte claquée, pas de discours final. La décision qui s'était formée en privé est devenue ferme. Si ma propriété pouvait être ignorée à l'intérieur de cette maison, alors ma propriété devait déménager quelque part où il ne pourrait pas l'atteindre. Le lendemain matin, j'ai traité la situation comme un risque, pas comme un désaccord familial. J'ai rassemblé mes documents dans un seul dossier, les papiers d'achat, la carte grise, les relevés de prêt et ma police d'assurance. Je les ai lus lentement, cherchant ce qui comptait en cas de problème. Le langage était direct. La responsabilité incombait au propriétaire enregistré.
Les amendes de stationnement suivaient la plaque d'immatriculation. Les sinistres suivaient la police d'assurance. Rien de tout cela ne se souciait de qui avait de bonnes intentions. J'ai appelé mon assureur et j'ai confirmé les points essentiels, qui comptait comme conducteur autorisé, ce qui se passait si la voiture était utilisée sans permission, et quelles preuves comptaient si je contestais un sinistre. J'ai demandé une confirmation par écrit et je l'ai sauvegardée. Ensuite, j'ai contacté l'organisme de crédit. J'ai demandé ce qu'il faudrait pour transférer le véhicule alors que le prêt était toujours en cours. La réponse était claire, soit un remboursement complet, soit un transfert approuvé avec des formulaires et des signatures spécifiques. Une fois traité, ce n'était pas quelque chose qu'une dispute familiale pouvait annuler. Je n'ai rien dit à personne. Si j'expliquais ce que je faisais, cela deviendrait un débat, et le débat était là où ma famille me repoussait toujours dans mes anciens rôles. J'en avais fini de négocier mes limites. Je les intégrais dans des documents administratifs. J'ai aussi accepté une dure vérité, il y avait un double de clé quelque part, car la voiture continuait de bouger quand elle n'aurait pas dû. Même si une clé me revenait, je ne saurais jamais combien de copies existaient. Alors, j'ai arrêté de me concentrer sur les clés et j'ai commencé à me concentrer sur la propriété. J'avais besoin d'un transfert qui soit réaliste, final et courant dans la vie réelle. Mon entreprise gérait un programme de véhicules de société pour les employés qui voyageaient. L'entreprise pouvait acheter une voiture, l'assurer sous une police commerciale et l'attribuer à un usage professionnel. J'avais ignoré cela auparavant parce que j'aimais garder ma vie professionnelle et personnelle séparée. Maintenant, cette structure était exactement ce qui pouvait me protéger. J'ai programmé une réunion avec le service qui gérait les actifs. J'ai apporté une proposition, pas des émotions. J'ai exposé mes besoins en déplacement, les remboursements que l'entreprise payait déjà, et les économies réalisées en utilisant un véhicule dédié. La conversation est restée professionnelle parce que je l'ai maintenue ainsi. L'approbation est venue avec des conditions. La voiture devait être inspectée, son état documenté, et un prix d'achat convenu. L'inspection a eu lieu dans un garage local que l'entreprise utilisait. Le mécanicien a documenté les raflures extérieures et a produit un rapport écrit. Personne ne l'a contesté. C'était traité comme un fait. Après cela, je suis allé au bureau des immatriculations avec les formulaires requis. Le processus était simple, vérification, signature, et un reçu tamponné montrant que le transfert avait été initié. J'ai lu chaque ligne avant de signer, confirmé les détails d'identification du véhicule 2 fois, et je suis parti avec des copies en main. J'ai ensuite mis à jour mon assurance. J'ai confirmé les dates d'effet pour la transition, supprimé ce que je pouvais supprimer, et gardé une couverture uniquement là où elle était requise jusqu'à ce que la police de l'entreprise prenne le relais. J'ai sauvegardé chaque courriel et stocké des copies imprimées là où personne d'autre ne pouvait y accéder. La meilleure partie était le calme que cela procurait. Pas de confrontation, pas de cris, juste des étapes qui s'empilaient pour former une certitude. Je n'essayais de punir personne. Je me retirais du rôle de la réparatrice par défaut, la personne qui payait pour que tout le monde puisse prétendre que rien ne s'était passé. Il y a eu une courte période d'attente pendant que les formulaires étaient examinés. Pendant ce temps, la voiture est restée dans le garage de mon immeuble, pas dans l'allée de mon père, et j'ai gardé l'emplacement pour moi. Au travail, j'ai signé un simple accord d'utilisation, déplacement programmé uniquement, maintenance facturée sur le compte de l'entreprise, et limite sur l'usage personnel. Cela semblait strict, ce qui était exactement le but. Les registres ne laissent aucune place à la culpabilité ou à la réinterprétation. Au moment où j'ai terminé, la voiture ressemblait toujours à ma voiture, mais ce n'était plus un objet personnel qui pouvait être emprunté et rendu comme une faveur. Elle devenait un actif avec des règles, une surveillance et une responsabilité. Ma famille ne le savait pas parce qu'elle n'avait pas besoin de le savoir. Leur opinion n'avait jamais été la pièce manquante. Le contrôle, oui. 2 soirs plus tard, je suis retourné chez mon père sans rien avoir à demander. La voiture était garée dans l'allée, de travers sous la lumière du Porsche. Les raflures le long du côté passager paraissaient pires sous cet éclairage, et il y avait une légère bosse près du passage de roue qui changeait le son de la portière. Ce n'était pas une épave totale, mais c'était des dommages sur quelque chose que j'avais payé, et tout le monde à l'intérieur agissait comme si c'était de l'usure normale. Ma mère s'affairait dans la cuisine comme si le dîner était le seul ordre du jour. Mon père était assis à table avec la certitude calme de quelqu'un qui croit qu'un sujet peut être déclaré clos. Ma sœur était avachie sur le canapé avec son téléphone, impatiente,
attendant que je reprenne la voiture pour qu'elle puisse arrêter d'y penser. Mon père a parlé le premier. Il a présenté toute l'affaire comme un inconvénient mineur et m'a rappelé que la famille partage. Il a balayé la situation avec la même logique qu'il utilisait toujours, que je devrais me concentrer sur des choses plus importantes et arrêter de transformer une voiture en conflit. Ma sœur a suivi, insistant sur le fait qu'elle était fatiguée de l'utiliser, minimisant les dégâts, puis me renvoyant la responsabilité avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'a jamais présenté de facture. Mon père a essayé de sceller l'affaire avec une solution, laisser à nouveau le double de clés à la maison et mettre ma sœur sur mon assurance pour qu'il n'y ait plus de malaise la prochaine fois. Il parlait comme si ma propriété était une ressource domestique qu'il pouvait gérer et que mon consentement était facultatif. J'ai laissé les mots s'épuiser. Je n'ai pas discuté de l'éraflure et je n'ai pas mentionné l'avis de stationnement. J'ai attendu la pause familière, le moment où il s'attendait à ce que je m'adoucisse et que j'obéisse. Au lieu de cela, j'ai dit, cela ne sera pas possible. Les yeux de mon père se sont plissés. Il a demandé ce que je voulais dire, déjà prêt à annuler tout ce qui allait suivre. Je ne peux pas prêter cette voiture, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Parce qu'elle ne m'appartient plus. La pièce est devenue silencieuse. Ma sœur a levé les yeux si vite qu'elle a failli laisser tomber son téléphone. Ma mère s'est figée, un torchon à la main. Mon père m'a dévisagé comme si j'avais enfreint une règle qu'il ne savait pas qu'on pouvait enfreindre. J'ai sorti un dossier de mon sac et je l'ai posé sur la table. Les documents étaient tamponnés, signés et ordinaires. Ils montraient un transfert achevé et un accord d'affectation. La voiture n'était plus une propriété personnelle garée dans une allée familiale. C'était un actif avec des règles d'utilisation strictes, assuré et entretenu dans le cadre d'un programme que je ne pouvais pas contourner. Même si je voulais donner les clés, je ne pouvais pas le faire sans risquer mon emploi dans l'entreprise. Ma sœur a attrapé la première page et l'a parcourue, puis la suivante. Son expression a changé à mesure que la signification s'imposait, confusion, puis panique, puis un air tendu et embarrassé. La confiance qu'il avait portée toute la semaine précédente s'est envolée en quelques secondes. Mon père a attaqué le processus. Il a dit que je n'avais pas le droit de faire une chose pareille sans leur en parler. Il a qualifié cela d'extrême, d'inutile, d'irrespectueux. Puis il est passé à la culpabilité, affirmant que je choisissais une voiture plutôt que ma famille. Je choisis la responsabilité, ai-je dit, et je choisis une limite que vous ne pouvez pas ignorer. Le visage de ma mère s'est crispé, déchiré entre le désir de paix et la prise de conscience que la paix n'était plus disponible selon ses termes. Ma sœur a insisté que ce n'était pas juste et m'a accusé de l'avoir fait juste pour la piéger. Elle avait à moitié raison. Je l'avais fait exprès, non pas pour gagner une dispute, mais pour mettre fin au schéma où mon travail devenait leur commodité et mon silence leur permission. La voix de mon père s'est élevée et il m'a prévenu que je regretterais de tourner le dos à ma famille. La menace me faisait peur autrefois parce qu'elle avait un poids. Maintenant, ce n'était que du bruit. Je me suis levé, j'ai glissé le dossier dans mon sac et je suis sorti. Personne ne m'a suivi. Ils ne savaient pas quoi faire quand le scénario ne fonctionnait plus. Je suis parti dans ma vieille voiture, les mains stables, parce que pour la première fois, la décision ne dépendait pas de leur compréhension. Le silence a duré plus longtemps que prévu. Après mon départ, je n'ai pas envoyé de message de suivi, et je n'ai pas attendu des excuses qui n'allaient jamais venir. J'ai arrêté de venir, et j'ai arrêté de répondre aux appels qui portaient toujours une exigence. Les conséquences se sont manifestées aux seuls endroits que ma famille a jamais pris au sérieux, la logistique et l'argent. Ma sœur a soudainement dû expliquer pourquoi elle n'avait plus accès à la voiture qu'elle avait fait semblant de posséder. Les options de transport sont vite devenues chères, et le devis de réparation pour les dégâts qu'elle avait causés n'était pas quelque chose que l'on ignore d'un haussement d'épaule. Pour une fois, le coût incombait à la personne qui l'avait créé, et non à moi. Mon père a essayé d'intervenir dans ma vie professionnelle. Il a appelé mon bureau et a demandé à me parler comme si on pouvait me convoquer. Mon assistante ne lui a pas passé l'appel. J'ai transféré le message aux ressources humaines et leur ai demandé de noter que ma famille n'avait pas la permission de me contacter par les canaux de l'entreprise. Puis la réalité l'a frappé plus durement que n'importe quelle dispute. La voiture était affectée dans le cadre d'un programme strict. Elle était garée dans un parking sécurisé, entretenu via un compte fournisseur, et utilisée uniquement pour les déplacements professionnels. Elle n'était plus dans son allée. Elle n'était plus disponible pour qu'il la gère. Il a essayé de faire passer cela pour un caprice de ma part, mais dès que quelqu'un demandait où était passée la voiture,
il n'avait aucune histoire qui le mettait en valeur sans admettre qu'il n'avait jamais eu le droit de donner ses clés. Ma mère a envoyé quelques messages demandant à parler. J'ai répondu une fois, brièvement et factuellement, en disant que je ne la rencontrerais pas et que je ne discuterais pas de la voiture ou de ma décision. Après cela, j'ai arrêté de répondre. J'ai posté une simple lettre, ne me contactez pas au travail. Ne vous présentez pas chez moi. S'il y avait quelque chose de pratique à communiquer, cela pouvait se faire par courriel. Tout le reste serait ignoré. J'ai aussi clairement indiqué que je n'assisterais pas au dîner, aux fêtes, ou au rassemblement. C'était la dernière fois que je prenais contact. Quand les courriels sont arrivés quand même, chargés de reproches et d'une histoire réécrite, je les ai archivés. Quand les appels ont continué, j'ai bloqué les numéros. Quand quelqu'un a essayé de servir de médiateur, j'ai refusé. La première fête que j'ai passée sans eux m'a semblé étrange, puis paisible. J'ai réalisé à quel point j'avais appelé, normal, une tension constante, et à quel point une vie peut être calme quand on arrête de négocier sa propre valeur. J'ai mieux dormi, je me suis concentré sur mon travail, j'ai économisé de l'argent et j'ai arrêté de vérifier mon téléphone avec angoisse. La distance n'était pas triste. Elle était saine. Ce que j'ai gagné n'était pas une vengeance au sens bruyant du terme. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus utile. J'ai appris que les limites ne sont pas des demandes. Ce sont des décisions. Si quelqu'un ne vous respecte que lorsque vous vous expliquez parfaitement, il ne vous a jamais respecté, il testait simplement s'il pouvait vous avoir à l'usure. Si vous reconnaissez ce schéma, voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt, vous n'avez pas à prouver que vous méritez votre propre vie. Vous n'avez pas à sacrifier votre stabilité pour maintenir le confort de quelqu'un d'autre. Et vous n'avez pas à maintenir une relation juste parce que d'autres personnes l'appellent « famille ». Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, commentez d'où vous regardez et ce que vous auriez fait à ma place. Et si vous voulez plus d'histoires de vengeance et d'histoires de famille comme celle-ci, soutenez la chaîne en aimant, en vous abonnant et en partageant.